Et nous vous souhaitons la plus chaleureuse de bienvenue à cette première conférence du cycle de conférences annuelles du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. C'est notre première conférence de l'année et ça nous fait un très grand plaisir de pouvoir présenter aujourd'hui et d'avoir avec nous Lucie Sauvé, qui initie donc cette période. Lucie Sauvé est professeure associée au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Elle a fondé en 2012 le CENTRAIR, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, qu'elle a dirigé jusqu'à cette année, donc à septembre de cette année. Actuellement, elle est membre du comité de direction du CENTRAIR à titre de chercheur émérite. Elle est également membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, directrice de la revue internationale Éducation relative à l'environnement, Regard, Recherche et Réflexion. Depuis 2012, elle coordonne le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques du Québec. Elle a plus de 20 ans d'expérience de coopération internationale, notamment en Amérique latine. En 2015, l'Universidad Veracruzana du Mexique lui a décerné un doctorat honoris causa. Et aussi, elle a reçu plusieurs prix de reconnaissance et de mérite. Avant de commencer et de donner la parole et le microphone à Lucie, et je voudrais demander à tout le monde de fermer les caméras. Comme ça permettra d'assurer en fait un fonctionnement optimal de la bande passante. Et je voudrais vous dire aussi que nous prévoyons enregistrer cette conférence. Donc, Lucie aura la parole. Suite à cela, nous aurons un temps d'échange, de questions, de commentaires qui sera disponible. Donc, avec vous, Lucie, qui nous présentera une conférence intitulée « Quels défis pour la recherche en éducation relative à l'environnement dans les contextes actuels ?» Merci, Lucie, et c'est à toi le microphone. Merci beaucoup, Isabelle. Écoutez, c'est très impressionnant. Avant la fermeture de vos caméras, j'ai pu voir quelques-unes d'entre vous et je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver, en fait. Et évidemment, je vais tenter de mettre mon écran en plein écran. Voici. Voilà donc le plein écran. Donc, c'est une belle occasion de vous retrouver, collègues, amis, étudiants. Et c'est certain que plutôt que de faire une conférence, j'aurais aimé prendre des nouvelles de chacun de vous. Ça fait longtemps qu'on a manqué de communication, en tout cas. Mais je vais quand même partager là, quelques contenus autour de la question « Quels engagements pour la recherche en éducation relative à l'environnement doit-on envisager, devrait-on envisager dans le contexte actuel ?» En fait, la question est extrêmement vaste et à vrai dire, je me demandais bien par où commencer. Alors, je vais y aller tout simplement humblement, avec le peu de temps que j'ai eu pour préparer cet échange, parce que comme vous, je suis prise dans cette grande agitation là, qui tourne dans nos vies, et assez paradoxalement, parce que cette agitation-là se met en branle dans un monde qui, somme toute, s'est passablement figé. Alors, puisqu'on parle du contexte actuel, eh bien, quelques images, voilà, rapidement assemblées. Évidemment, le constat de ce contexte est très difficile. On a vécu, on est en train de vivre une collision fracassante avec l'énorme comète C19, collision entre cette comète et notre planète, notre humanité.
Et cette collision-là arrive alors que notre monde était déjà fort mal en point. On est encore tout déstabilisé, on ne sait pas trop quand les secousses vont se calmer. Et puis pire encore, on appréhende déjà même de futures collisions. Et puis, en fait, on se sent particulièrement concerné parce que nous sommes des chercheurs, des enseignants, des animateurs, des formateurs en éducation relative à l'environnement. Déjà, notre tâche n'était pas facile. Alors, comment on va faire pour se situer face à tout ça? Comment on va faire pour garder l'équilibre entre la lucidité et l'espoir? Comment on va rester en mouvement de façon pertinente? Alors, quand la grande collision est arrivée au printemps dernier, toutes les activités, en fait, du centraire, les conférences, les rencontres, ont été annulées l'une après l'autre. Mais on a quand même tenté, on a souhaité garder un peu de souffle à travers tout ça. Alors, on a mis en place 2 stratégies de partage d'informations et d'échanges sous la forme de documents collaboratifs, donc de Google Doc. Alors, d'abord, on a mis en place cette veille médiatique et on vous a tous invités, d'ailleurs, membres et amis du centre, à y participer. On a alimenté cette veille médiatique-là du mieux qu'on a pu. En fait, c'était pour nous aider à mieux suivre, non pas tant le fil des événements, comme l'évolution de la compréhension de ce que nous vivions. Et tant d'un point de vue, par exemple, de la biologie, des sciences de l'environnement, qu'à travers les observations, les réflexions de la part des philosophes, des sociologues, d'économistes et autres. Et en fait, on a vite compris les liens étroits entre cette pandémie et toutes celles qui s'annoncent d'ailleurs, toutes les zoonoses, et la détérioration de nos écosystèmes. Et tout ça a confirmé, bien entendu, et documenté le lien entre, d'une part, les systèmes politico-économiques en place et nos modes de vie, et d'autre part, la dégradation des systèmes de support à la vie et les douloureuses fractures des inégalités sociales. Alors, en fait, c'est une vision systémique et globale qui se dégage de ces analyses-là. Cette veille médiatique-là, elle a été alimentée surtout au début, dans les premiers mois. C'est alors que s'est construite surtout une compréhension globale de ce qui se passait. Alors, je ne ferai pas ici une synthèse de cette veille médiatique, mais peut-être proposer en tout cas cette observation de Bruno Latour. La crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n'est pas une crise, parce qu'une crise, elle est toujours passagère, mais une mutation écologique durable et irréversible. Et d'ici, nous avons une bonne chance de sortir de la première, nous n'en avons aucune de sortir de la seconde. La destruction des conditions de cette vie sont déjà passablement et dangereusement altérées. Alors, Eddy, les 2 situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l'une sur l'autre. Alors, voilà, on y est ici. Alors, au Centraire, on a aussi mis en ligne cet autre document collaboratif où on a pu colliger un ensemble de textes qui présentent une réflexion sur l'éducation et plus spécifiquement sur l'éducation relative à l'environnement. Et cette page Google aussi a été alimentée par les membres du Centraire, par les étudiants, les étudiantes et par des collaborateurs de passage. Alors, et globalement, c'est sûr, on pouvait le prévoir, on constate que la situation actuelle
montre plus que jamais, mais plus que jamais, la nécessité de repenser l'éducation et aussi le rôle majeur que peut jouer l'éducation relative à l'environnement. Alors, en ce qui concerne cette page, je veux dire, ce recueil de réflexions, de propositions, de questions, ben, je me suis attardée quand même à en extraire les principales idées et je vais les partager avec vous. Je dois vous dire que j'ai fait l'exercice spécialement pour notre rencontre aujourd'hui. Je n'avais jamais fait la synthèse de ces idées-là dans la page de documents partagés et je ne savais pas trop d'ailleurs qu'est-ce qu'on allait y trouver comme synthèse. Alors, un texte de Philippe Mérieux, qui est un homme politique français, qui est un chercheur spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Et Philippe Mérieux a écrit un très beau texte, d'ailleurs, dès le début, dès avril 2020, avec un regard très pertinent sur l'éducation dans le contexte. Est-ce qu'on va penser à l'école d'après avec la pédagogie d'avant? Alors, il dit, on n'a jamais autant parlé de solidarité, mais est-ce qu'on va enfin promouvoir une véritable pédagogie de la coopération? Il dit, on n'a jamais autant évoqué le bien commun, mais est-ce qu'on va enfin se rendre compte que pour accéder à la conscience du bien commun, toutes les pratiques pédagogiques ne se valent pas? Il dit, on n'a jamais autant évoqué la nécessité de prendre soin des autres, mais est-ce qu'on va enfin faire de l'entraide une valeur fondamentale de notre école? Et puis il dit, on n'a jamais autant dit que notre avenir ne pouvait être pensé qu'à la dimension de notre terre-patrie. Là, il reprend le titre, entre autres, d'un ouvrage d'Edgar Morin. Mais est-ce qu'on va faire enfin de l'écologie autre chose qu'un supplément d'âme raccordé tant bien que mal au curriculum scolaire? C'est sûr qu'il va falloir dépasser les enseignements ponctuels, les projets ici et là, qui pourraient laisser penser qu'on va sauver la planète, entre guillemets, en introduisant ces quelques enclaves pédagogiques vertueuses et sans rien changer aux logiques productivistes qui nous conduisent à l'impasse. Alors, son texte, j'ai mis toutes les références dans le diaporama qui sera disponible, donc vous pourrez accéder à la totalité de son texte. Et puis, cet autre texte de deux chercheurs en éducation qui interviennent en formation d'enseignants et qui mettent en évidence toute la question de la complexité de notre monde, de l'incertitude de nos existences qui est mise encore plus à vif dans le contexte actuel. Et donc, elle pose la question, mais à quelle vie l'école prépare-t-elle? Elle signale qu'on est appelé, oui, à un ralentissement auquel on a été forcé finalement au cours des derniers mois, mais il va falloir envisager ce ralentissement aussi comme un mode de vie, à une décélération de nos manières de travailler pour entrer en résonance et développer un autre rapport au monde et aux autres. Alors, les auteurs invitent à réfléchir au contenu scolaire, mais est-ce que c'est possible qu'on garde les mêmes contenus frileux sur les enjeux de la vie, du monde? On a encore cette vision d'une école qui doit rester neutre. Alors, est-ce qu'on peut faire l'impasse auprès des enfants sur toutes les questions socialement vives dont ils sont non seulement témoins, mais ils sont les protagonistes? Et on sait aussi qu'il y a une très, très belle pédagogie qui s'est déployée là, autour des questions socialement vives. Évidemment, éviter la solitude des enseignants aussi, et la solitude des élèves. Dans certains contextes, ils se retrouvent essentiellement derrière leurs écrans ou reçoivent des travaux à distance. Donc, prendre soin
euh, éduquer, prendre soin, et on verra qu'à travers l'ensemble des textes, cette idée du soin est vraiment à mettre au cœur de l'action éducative. Et oui, cette réflexion de la part de membres de l'Institut d'écopédagogie de Belgique, qui récemment se sont donné une nouvelle identité, Écotopie. Donc, c'est l'organisation qui s'appelle désormais Écotopie, avec un magnifique site web que je vous encourage à visiter. Les productions, les cahiers de recherche, les cahiers de réflexion de l'Institut d'écopédagogie en Belgique sont d'une rare qualité, très bien documentés et toujours ancrés dans les réalités contextuelles. Alors, évidemment, on nous exhorte ici à construire, mais courageusement et pas à pas autre chose. Et pour cette construction, ben, il nous rappelle ces propos de Mohamed Taleb, des propos en 2015. Vous savez, Mohamed Taleb, on l'a connu ici à l'UQAM, on l'a bien connu. Il a fait le parcours de notre programme court en éducation à l'environnement dans les années 2000. Et puis après, il a déployé son talent, mais extraordinaire, d'écrivain, de conférencier, et en particulier sur les fondements philosophiques et culturels du rapport au monde. Donc, ça aussi, c'est un auteur dont on a avantage à lire les productions sur le web. Donc, Mohamed Taleb dit que pour construire autre chose, ben, il faut vraiment entretenir une mémoire vivante du passé, une présence au contexte actuel et une imagination créatrice, donc le passé, le présent et la projection dans l'avenir. Les auteurs de cette réflexion invitent à résister aux dérives du monde actuel et par une approche globale et l'accueil d'une multiplicité de points de vue. Il nous exhorte à tenter d'échapper au mode de pensée unique, écouter, observer tous les mots, les sons, s'ouvrir à d'autres perceptions du monde, mettre en évidence les interdépendances, faire coexister les urgences, se relier, intensifier le travail en réseau. C'est en nous reliant que nous pouvons faire masse face aux politiques en place afin qu'elles prennent la mesure des réalités humaines et environnementales. Et vous savez, cette semaine, ici au Québec, ben, on est en train de vivre là quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire les audiences publiques du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur la question du projet de gaz naturel liquéfié dans le fjord du Saguenay. Et je dois dire que ces audiences-là nous font vivre des moments très, très intenses. Je vous dirais que c'est mieux que n'importe quelle télésérie québécoise. C'est tout le peuple québécois qui se présente au micro, à l'écran et qui dénonce ce projet-là qui va détruire l'écosystème du fjord, mettre en danger les populations, contribuer massivement à la production des gaz de schiste, de gaz à effet de serre. Alors, je pense que justement, à travers ces audiences-là, on voit se déployer une formidable intelligence citoyenne que la recherche, justement, pourrait s'intéresser à documenter. Donc, oui, c'est en nous reliant que nous pouvons faire masse face aux politiques publiques. Donc, oui, sur cette page de réflexion de l'Institut d'écopédagogie, on nous invite aussi à faire du ralentissement un droit pour tous. Alors, cet ouvrage maintenant du Brésilien Vilmar Alves Pereira, qui est professeur à l'Université fédérale de Rio Grande au Brésil et directeur d'une revue de recherche en éducation à l'environnement destinée surtout au monde de l'enseignement. Eh bien, cet auteur-là a produit d'une façon mais remarquablement efficace un ouvrage assez considérable et dès le début de l'été 2020
où il pose la question, mais que sera demain finalement? Et comment, dans quelle éducation à l'environnement devrait-on promouvoir en lien, entre autres, avec la justice environnementale? Donc, et deux idées clés ressortent de son propos. Eh bien, la pédagogie du soin. On retrouve cette idée-là de façon transversale dans la plupart des textes. Et une revitalisation éthico-politique de l'éducation relative à l'environnement. Donc, oui, plus que jamais éduquer aux politiques, s'inspirer pour ça de l'éducation populaire, et comprendre l'éducation à l'environnement à partir des mouvements sociaux populaires contre les mines, la déforestation, l'invasion des territoires. Il nous exhorte à examiner les politiques publiques en éducation à l'environnement. S'agit-il de carcans, de leviers? Et évidemment, ça nous concerne beaucoup parce qu'au Centraire, on a eu ce vaste projet d'élaboration d'une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté et que DAIAC, dont si on veut, le cheminement a été entravé par la pandémie, mais on doit reprendre les travaux le plus rapidement possible. Et puis, bien, Bruno Latour maintenant. Bruno Latour, à nouveau, qui est sociologue, anthropologue, qui est philosophe des sciences aussi, et qui nous propose une stratégie pédagogique extrêmement intéressante et qui convient à tous les milieux, communautaires comme à l'école. Alors, il nous propose de réfléchir, de décrire, d'abord chacun pour soi, puis en groupe, à ce à quoi nous sommes attachés, ce dont nous sommes prêts à nous libérer, aux liens que nous sommes prêts à reconstituer et aux chaînes que par notre comportement nous sommes décidés à interrompre. Il dit, oh, les globalisateurs, eux, ils en ont une idée très précise de ce qu'ils veulent voir apparaître après la reprise. Au Québec aussi, on a un plan de reprise en mettant de côté les exigences environnementales. Alors oui, c'est la même chose. L'industrie pétrolière, au Québec, on a le projet GNL Québec, les bateaux de croisière qui ont recommencé d'ailleurs à sillonner les mers. Alors il dit, Bruno Latour, il dit, c'est à nous de leur opposer un contre-inventaire. Et puis il dit, ben oui, si en un mois ou deux, des milliards d'humains sont capables, sur un coup de sifflet, d'apprendre la nouvelle distance sociale, de s'éloigner pour être plus solidaires, de rester chez soi pour ne pas encombrer les hôpitaux, ben on imagine bien la puissance de transformation de ces nouveaux gestes barrières dressés contre la reprise à l'identique ou pire encore. Alors, pour nous aider dans cette réflexion-là, ben Bruno Latour, il nous suggère trois questions. Questions générales qu'il spécifie d'ailleurs au site auquel on accède par le lien web à la fin de cette diapositive-là. Donc, ce sont des questions générales qu'il a ensuite développées, et en particulier pour le milieu scolaire. Donc, il dit, mais pendant le confinement, vous et vos proches, vous avez arrêté un certain nombre de vos activités. Est-ce qu'il y en a que vous ne souhaitez pas reprendre, que vous souhaiteriez même voir disparaître pour tout le monde? Et puis il dit, pendant le confinement, vous avez adopté certaines activités nouvelles. Est-ce qu'il y en a que vous souhaiteriez poursuivre après? Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous auriez envie de commencer après le confinement? Mais bon, quand même, dans un souci important d'équité sociale, on sait que parmi ces activités nuisibles à arrêter ou les activités à développer, ben, il y en a certaines qui impliquent des gens qui travaillent. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux décideurs et décideuses pour aider ces personnes dont les activités devraient s'arrêter et pour les accompagner vers des activités que vous jugez plus positives? Alors voilà, l'exercice est lancé. Alors maintenant, de Edgar González Gaudiano, notre collègue mexicain,
qui d'ailleurs nous a accompagnés dans notre colloque international sur l'éducation relative à l'environnement, au changement climatique en octobre déjà 2019. Alors Edgar, il dit finalement, les pistes pour une éducation en contexte de pandémie et post-pandémie sont relativement les mêmes que pour une éducation au changement climatique, puisque en fait les deux phénomènes sont éminemment liés. Alors il nous invite à revoir, bien sûr, les standards des curriculums à prétention universelle, donc en particulier certaines prescriptions d'organisations internationales, OCDE, Objectifs de développement durable, etc. Donc, et les transformer en levier de transition et d'engagement concret. Donc, contextualiser les curriculums avec des principes de flexibilité en introduisant de façon transversale la gestion de l'incertitude, la précaution, de la résilience sociale. Il insiste lui aussi sur le travail participatif et collaboratif au partenariat entre les acteurs des milieux scolaires et non scolaires, en fait, alors pour l'émergence d'une éco-citoyenneté. Et puis, voilà, ça, c'est un travail extrêmement intéressant qu'ont fait deux chercheurs en Espagne, deux chercheurs qui sont associés au Centre national d'éducation relative à l'environnement en Espagne. Et quand on observe la dynamique de ce centre national-là au ministère de l'Environnement de l'Espagne, ça nous fait immensément regretter ce service d'éducation relative à l'environnement qu'on a eu au Québec dans les années 80, début des années 90, et qui est disparu au milieu des années 80. On a même évoqué qu'on avait suffisamment fait d'éducation à l'environnement. Alors, oui, ça nous fait regretter cette structure et en fait, demander, exiger qu'elle soit remise en place au Québec. Bon, bref parenthèse, mais ces auteurs-là sont allés documenter des initiatives éco-sociales qui ont été créées ou transformées durant la pandémie en Espagne. Et elles ont tenté d'aller y chercher des leçons de résilience, tenter d'en dégager des caractéristiques communes, des éléments de transférabilité. Évidemment, il y a plusieurs initiatives. Et moi, je pense que ça pourrait être un très beau projet de recherche au Québec, de répliquer cette recherche-là. Donc, les auteurs ont observé certaines caractéristiques au départ de ces initiatives-là. Elles sont reliées à une préoccupation de soins. Elles intègrent des valeurs de l'éducation relative à l'environnement qui sont des valeurs de reliance, reliance au monde vivant, reliance à nous tous dans la maison de vie. Elles sont basées sur un appui mutuel, la coopération, l'autogestion, destinées à des collectivités socialement vulnérables, basées sur l'économie sociale, font appel à la créativité et sont transférables à d'autres contextes. Et évidemment, à défaut de parcourir tout leur répertoire, qui est très riche, peut-être signaler certaines initiatives qu'elles ont mises de l'avant, justement une cartographie d'initiatives éco-sociales, une cartographie du confinement urbain, analyse comparative des vulnérabilités éco-sociales des quartiers, une campagne SOS Campesinado qui regroupe des organisations citoyennes pour la défense de la production locale d'aliments à petite échelle, maintien des marchés de proximité, tout ça dans une perspective de souveraineté, sécurité alimentaire. Aussi, la création d'un réseau des structures d'éducation relative à l'environnement pour un déconfinement sécuritaire. Donc, un réseau, faire connaître toutes les possibilités qu'offrent ces structures-là d'accès à la nature et de ressourcement, ce qui nous a tant manqué, ce qui nous manque encore dans cette période covidienne. Puis bien sûr, une initiative de toutes des initiatives dans le domaine de l'économie solidaire.
Alors, ces chercheurs-là, elles ont donc porté un regard analytique, critique sur ces initiatives-là, et elles en ont ressorti quand même des caractéristiques intéressantes. Elles ont observé que ces initiatives-là, elles ont vu le jour dans des contextes où il y avait déjà un tissu social et que le tissu social est une condition de résilience. Donc, exhorter à maintenir, développer, soutenir le tissu social dans nos sociétés. Ces initiatives ont permis de rendre visible, de revaloriser des actions qui étaient déjà existantes au quotidien, des initiatives de proximité qui créent des liens de convivialité, d'humanité. Elles permettent de mettre l'accent sur l'interdépendance, l'éco-dépendance. Elles montrent le travail en collaboration, en réseau, valorisent l'intelligence collective, valorisent les solutions créatives. Donc, je pense que ça pourrait être très inspirant aussi pour nous, et dans une perspective justement de célébration. Vous savez, la recherche, bien sûr, se donne une diversité de missions descriptives, interprétatives, critiques, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la fonction de célébration de la recherche. Et puis finalement, non, parce que cet été, le dernier à explorer avec vous, mais bon, le temps passe rapidement. Finalement, ben, ce dernier texte de Corinne Morel d'Arleux, française, Piste d'action pour reprendre en main notre avenir devenu subitement incertain. Moi, j'enlèverais le mot incertain. Mes chaussures, c'est que l'avenir est incertain. Donc, et une idée qu'elle énonce et qu'elle déploie dans son texte et qui m'a particulièrement frappée, c'est celle de la dignité du présent. C'est l'idée qu'il faut mener les combats qui nous paraissent justes aujourd'hui et sans trop se projeter dans des grands projets d'avenir à construire sur le long terme. Et dit, c'est la nécessité de trouver des moteurs à l'action en termes de lutte sociale et environnementale ou d'organisation collective, donc dans la réaction ou la proaction, qui soient situés dans le présent plutôt que d'hypothétiques victoires futures, des échéances lointaines à venir. Et cet avenir-là, il est trop incertain. On ne peut pas s'engager juste pour gagner à la fin. Et moi, ça m'a vraiment saisi cet appel à la dignité du présent. Et je me suis dit que l'ultime dignité, notre ultime dignité, c'est celle d'être présents les uns aux autres, ici et maintenant, en toute lucidité, humilité, criticité, authenticité, engagement, et aussi accorder de l'importance à la trajectoire d'engagement. Oui, il y a une visée, il y a un but qu'on espère atteindre, mais c'est ce chemin qui nous assemble, qui crée du lien et qui construit du savoir. Et je pense que la recherche en éducation à l'environnement a déjà apporté un éclairage et continue à le faire à ce sujet. Donc, on arrive à la question centrale, mais quand même qu'on a déjà commencé à appréhender, là, mais quelles incidences pour la recherche en éducation relative à l'environnement? Ben, c'est certain une recherche en éducation à l'environnement aurait pour but de soutenir cette éducation que l'on souhaite transformer, de soutenir les transformations éducative, soutenir cette éducation relative à l'environnement. Voici, j'ai devancé un peu mon propos parce que je voulais d'abord, oui, je veux d'abord justement avec vous faire une espèce de bilan de cette éducation relative à l'environnement qui apparaît particulièrement pertinent. Donc, ces discours-là se caractérisent par un certain rapport au temps.
un certain rapport au temps au regard de l'incertitude de l'avenir. Donc, une réflexion sur la temporalité. On nous exhorte au ralentissement, à la décélération, à l'ancrage dans le présent. Ces discours-là se caractérisent par un certain rapport au lieu. Donc, l'idée de proximité, de localisme, l'idée de l'ici, une éthique de la reliance, le lien social, le lien à la nature, l'interdépendance, une pédagogie du soin, le soin envers l'autre humain, envers le monde vivant, une pédagogie de la résilience, un appel à la créativité individuelle et collective, la collaboration, la participation, le partenariat, l'importance, la dimension politique de l'éducation à l'environnement, donc un examen des politiques publiques et un soin accordé au développement des compétences politiques. Donc, oui, ce sont voilà les caractéristiques du discours, en tout cas, qu'on peut parcourir dans le contexte actuel. Certaines de ces caractéristiques-là sont plus nouvelles ou plus saillantes, d'autres qui sont plus caractéristiques de l'éducation relative à l'environnement. Mais c'est ce qu'on trouve, en tout cas, dans cette littérature. Alors, ici, en fait, on observe que l'éducation relative à l'environnement prend le sens d'une éducation écologique. Je pense que l'expression éducation écologique désigne encore mieux cette dimension de l'éducation qu'on veut promouvoir. Et au sens de l'écologie politique, on sait que l'écologie politique, c'est ce courant qui est axé sur les liens entre les réalités sociales et les réalités environnementales, sur le rapport à oikos, hein, cette maison qu'on partage entre nous, humains, autres vivants. Et c'est ici qu'on rejoint en fait la proposition de Félix Guattari, qui déjà il y a 30 ans proposait l'écosophie, cette praxis écosophique. Félix Guattari, c'est un philosophe qui a été très engagé, associé au mouvement de l'écologie politique en France. Donc, et il nous propose cette praxis écosophique, une pratique dans notre agir éthico-philosophique axée sur ce qu'il appelle une écologie généralisée. Et cette écologie généralisée, elle se décline en 3 pôles. L'écologie mentale, donc la construction du sujet et qui laisse place à toute la singularité, la reconfiguration de l'interprétation de l'être au monde et l'évitement des pièges, des aliénations. L'écologie sociale qui, pour lui, se résume en une opposition à ce qu'il appelle le CMI, le capitalisme mondial intégré, donc la recréation d'espaces économiques, la réinvention des rapports sociaux et l'écologie de la nature, la reconstruction du lien avec la nature, apprendre à s'insérer humblement dans la dynamique propre du vivant et qui finalement accepter que cette dynamique-là nous échappe. Alors voilà, une éducation relative à l'environnement comme une éducation écologique. Et oui, j'ai parcouru avec vous un ensemble de textes là qu'on retrouve dans la page de réflexion partagée, mais je voudrais aussi signaler qu'il y a plein de textes à venir qui amènent à repenser l'éducation, à repenser le monde. Et je voudrais signaler celui qui est sous la direction de Maya Morel, qui est une chercheure du Centre de recherche avec ses collègues de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il faut dire que Maya Morel est maintenant professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, et ils invitent dans leur appel à contribution qu'on a aussi lancé dans le site du Centraire, ils invitent les auteurs à poser un nouveau regard sur le monde. Alors, et ce que j'ai aimé dans l'appel à contribution, c'est qu'on mettait en avance le fait qu'au-delà des rôles traditionnels de formation et de recherche attribués à l'université, les auteurs rappellent que l'université est née pour assurer au sein des communautés qui l'accueillent une mission de conseil et de soutien
face aux phénomènes qui les affectent. Alors oui, c'est ici qu'on arrive aux incidences pour la recherche en éducation relative à l'environnement. Alors comme je le disais tout à l'heure, évidemment que la recherche a pour mission de soutenir, d'accompagner, d'inspirer, de célébrer ces transformations du monde de l'éducation qui sont devenues mais absolument nécessaires. Donc, pour répondre à cette question-là, quelles incidences pour la recherche, mais je pense qu'on aurait besoin de se lancer dans une recension des productions de recherche récentes, mais une recension vraiment plus exhaustive, ce qui n'a pas été possible de faire là, dans le cadre de cet échange que j'ai avec vous. Donc, et ça serait d'ailleurs un très beau projet de recherche. Repérer les tendances lourdes des productions de recherche récentes et réfléchir à leur pertinence contextuelle. Quels seraient les objets encore plus prioritaires? Et est-ce qu'il y a des angles morts dans ces tendances lourdes-là qu'il sera important de combler? Quand en automne 2019, au Centraire, on a voulu proposer un programme de recherche pour le renouvellement de la subvention d'infrastructures, on a fait cette étude des tendances lourdes et nous avions relevé certaines tendances qui nous paraissent particulièrement intéressantes, importantes à soutenir. Alors, on va présenter justement un peu plus tard cet après-midi ces tendances-là, la contribution de l'éducation à l'environnement, à la justice sociale, la mobilisation comme creuset d'apprentissage, la construction de l'éco-citoyenneté, la contribution de l'art à la transformation du monde, la formation des enseignants, les politiques publiques. Mais aussi, on sait très bien qu'on ne doit pas exclure toutes les contributions de recherche qui se rattachent à d'autres tendances lourdes et qui répondent à des préoccupations du contexte actuel, comme toute cette mouvance de l'éducation en nature, le plein air, la pédagogie du dehors, une éducation en lien avec la créativité et toute cette recherche de signification de l'être au monde qui est peut-être encore plus vive que jamais à travers l'éco-spiritualité et aussi l'inspiration des cosmovisions autochtones. Alors, j'aurais eu envie de vous présenter peut-être un exemple d'une recension de production de recherche à partir justement de l'hiver 2020 et qui s'attarde à certaines questions qui émergent à propos de l'éducation en contexte de pandémie. Mais je crois que je vous laisserai consulter cette recherche-là pour que plus rapidement, on puisse avoir un petit moment d'échange. Je vous inviterai aussi, puisqu'il est question de recension d'écrits, peut-être à avoir l'initiative de faire un bilan de la recherche francophone en éducation relative à l'environnement, parce que les recensions internationales oublient trop souvent la recherche francophone. Donc, quelle est la contribution de l'éducation relative à l'environnement, ses apports à la transformation des fondements et pratiques de l'éducation à l'environnement contemporaine? Et je vais terminer. Oui, Oui, je vais Merci. terminer. Oui, Notre je vais temps est déjà terminer. passé. Le temps est déjà passé, mais je vous engage en tout cas à consulter cet ouvrage qui m'a vraiment beaucoup mobilisée cette année. Recherche, engagement, militance dans la recherche en éducation. La militance étant définie comme une volonté d'intervention sur l'existant. Et effectivement, nous, en éducation à l'environnement, on ne peut pas évidemment se tenir à l'écart de l'engagement dans le contexte actuel. Donc, je vous invite
à consulter cet ouvrage qui traite des possibilités, des enjeux d'une recherche qui associe la construction du savoir à l'action. Et voilà, voir le militantisme, oui, le militantisme comme une opportunité d'une meilleure compréhension du terrain, qui devienne une force pour la recherche et réfléchir à la contribution de l'éducation à l'environnement. Donc l'engagement, une force pour la recherche et puis aussi une force pour la transformation écosociale à laquelle on est convié. Alors, je vais nous souhaiter à tout le monde bonne route sur le chemin de la recherche et sur ce fabuleux chemin sur lequel nous mène l'éducation relative à l'environnement. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, chère Lucie, de ces propos fort inspirants et qui, malgré cette crise civilisationnelle que nous vivons aujourd'hui, telle comme beaucoup d'auteurs la qualifient, il y a de l'espoir et je crois que cette avenue qui est pointée comme essentielle, celle de l'éducation, une éducation relative à l'environnement qui nous permet de recréer nos liens à la vie, en fait, à nous se resituer dans la trame de vie avec engagement, dans la résistance, dans la créativité pour repenser, nous repenser, reconstruire et passer à travers les multiples ruptures et les multiples oppressions. Eh bien, je pense que tu as situé de façon extraordinaire, en fait, les défis d'aujourd'hui, autant au niveau de l'intervention sociale, de la formation que de la recherche dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement. Il nous reste pas grand temps, mais nous avons quand même plusieurs questions et je voudrais te les transmettre. La toute première de Maria Angelica ou Angelica: comment utiliser les discours de certains présidents qui ne reconnaissent pas la crise sanitaire ainsi que d'autres problèmes socio-environnementaux pour mener une éducation relative à l'environnement? Voilà la toute première. Je ne sais pas si tu voudrais que je te transmette tout à la fois pour que tu prennes un peu conscience de l'envergure des réponses à doser et du temps qui resterait. Et en plus, Isabelle, c'est tellement précieux les questions et parfois Bien beaucoup sûr. plus que les réponses. Oui, alors, écoute, je te les transmets toutes alors. De Frédéric Sergent: pourquoi dans ces contextes, l'éducation relative à l'environnement n'est pas plus portée dans les politiques comme levier de transformation? De Maria-Angélique à nouveau: de quelle manière pouvons-nous utiliser la lutte sociale et ou les mouvements sociaux pour générer des processus DRE? De Monique Rondeau en commentaire: la dignité du présent, un concept puissant. On ne peut pas s'engager juste pour gagner à la fin. De Marco Barroca Paccard: la recension bibliographique des tendances actuelles en air me semble un point essentiel dans le contexte actuel. Et finalement, de Pierre: comment favoriser une meilleure participation des citoyens et citoyennes dans les processus d'acceptation des projets majeurs, comme GNL par exemple, à travers les instances que sont les BAP ou la Commission nationale du débat public en France? Et de tout le monde, il y a de nombreux messages, des remerciements pour cette conférence si inspirante qui permet d'informer sur les tendances, les courants, les questionnements en air. Bien sûr, et d'ailleurs, ces propos que j'ai pu échanger avec vous, je pense que ce n'est qu'un point de départ d'une réflexion qu'on pourrait déployer tous et toutes ensemble, mais tellement plus. Ça rejoint des questions fondamentales de notre humanité, du rôle de l'éducation. Donc, on peut pas en une brève conférence, disons, on ne peut qu'aborder des questions qu'on aurait tellement avantage et plaisir aussi à débattre ensemble. Alors, peut-être, je commencerai peut-être par la dernière question. Comment favoriser la participation citoyenne? Je dois vous dire qu'au Québec,
Euh, En fait, la mobilisation autour de ce projet-là ou contre ce projet de gaz naturel liquéfié, voué d'ailleurs à l'exportation en Europe et en Asie, eh bien, cette mobilisation-là, elle prend racine dans un tissu social, justement, qui était déjà en place quand est arrivée cette problématique, ce projet, en fait, insensé au Québec. Donc, il y avait là, au sein des organisations environnementales, des comités citoyens, il y avait là le tissu social qui était déjà prêt à se saisir de cette question-là. Et quand on se saisit d'une question comme celle-là à multiples dimensions, politiques, économiques, géophysiques, etc., mais c'est sûr qu'au départ, on n'a pas les connaissances qu'il faut pour l'aborder. Et même chacun des spécialistes qui regardent son angle n'a pas la vision globale. Donc, en fait, c'est la stratégie majeure, c'est celle de travailler ensemble à construire ce savoir-là, d'abord à travers nos questions et ensuite aller chercher ensemble le savoir dont on a besoin. Et moi, je peux témoigner que les questions citoyennes, les investigations, les recherches menées par les citoyens ont apporté dans plusieurs dossiers des éléments qui n'avaient pas surgi des milieux des experts. Alors, il y a une expertise citoyenne, il y a une intelligence citoyenne qu'il faut vraiment célébrer et valoriser. Donc, je veux dire, c'est un phénomène assez remarquable, cette consultation publique qui arrive au Québec cette année, en automne 2020, a fait en sorte que le Bureau d'audience publique a reçu 3000 mémoires. L'audience publique qui avait reçu le plus de mémoires dans le passé était celle du projet Rabasca avec 750 mémoires. Donc, le tissu social qui s'est tranquillement forgé autour de ces questions-là, parfois dans l'urgence de situations ou parfois dans le long terme des projets citoyens, eh ben, elle s'est saisie à ce moment-là et c'est comme ça que la participation à ces audiences-là est devenue vraiment remarquable. Et je suis contente que tout soit enregistré parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la plus belle télésérie qu'on ne peut pas imaginer. Et j'ai hâte de pouvoir regarder à loisir ces 8 heures ou 6 ou 8 heures d'enregistrement par jour. Donc, oui, travailler à renforcer, à maintenir, à soutenir le tissu social. Et le rôle des scientifiques là-dedans, le rôle des chercheurs, le rôle des éducateurs, eh bien, c'est justement d'accompagner. Et dans nos recherches, il arrive souvent qu'on accompagne des mobilisations. Moi, j'ai personnellement accompagné des recherches ou vécu des recherches d'immersion dans ces mobilisations-là. Vraiment, à chaque fois, c'est un émerveillement de constater la capacité d'apprentissage collectif dans ces communautés d'apprentissage, comme Isabelle a rappelé au fil de ses recherches. Maintenant, comment? Oui. Il est 2h24 et puis nous avons un engagement à 1h30. Plusieurs d'entre vous, vous le savez. Je voudrais, Lucie, excuse-moi de t'interrompre, mais te remercier infiniment au nom de toute l'équipe des Centraires et puis aussi au nom de tous les participants très nombreux et qui sont venus à cette rencontre, 144 personnes, c'est extraordinaire et d'après ce qu'on a pu voir des divers coins de la planète, alors ça nous fait grand plaisir. Et peut-être partager une seule réponse qui est venue du public pour une des questions, en fait d'Élise Lefebvre à Frédéric Sergent, puis en fait pour tout le monde, qui suggère que parler d'agir, d'action et d'activisme, engagement et de cohérence entre éducation et action peut peut-être être un regard critique essentiel à apporter. Donc,
Écoutez, avec ces questions qui ne sont qu'une porte qui s'ouvre vers la poursuite de ces dialogues des savoirs essentiels, fondamentaux, nécessaires, et aussi vers la création des liens de solidarité entre nous, éducateurs et éducatrices à travers le monde, qui sont engagés en fait, dans ces processus fondamentaux qui est de reconstruire nos rapports à la vie. Nous voudrions vous laisser et vous dire que nous vous attendons pour une prochaine activité du Centraire. Nous, bien sûr, vous serez informés des dates de nos prochaines activités. Et puis finalement, je voudrais vous dire que nous invitons tous ceux qui ont reçu la convocation pour l'Assemblée générale du Centraire, qui commence dans quelques instants, d'aller donc se connecter. Nous vous attendrons. Et puis encore une fois, merci Lucie, puis merci tout le monde pour ces moments d'oxygène, d'inspiration et d'espoir. Merci à chacun et chacune. Au revoir. C'est Isabelle. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.